Salut et bienvenue sur Stats en ML pour tous. En ce jour 44 de ce challenge, je vous présente une vidéo pratique, un tutoriel pratique sur comment décrire complètement une série temporelle. Nous verrons principalement comment décrire complètement une série temporelle avec Python, la librairie qu'il faudrait utiliser, que je vous recommande d'utiliser. Et puis aussi, nous verrons principalement la description, on verra, on verra jusqu'à la suite. Pour commencer, j'utilise la librairie Panda. Le module Panda. Panda est généralement utilisé pour manipuler les bases de données avec Python. On a également NumPy qui est généralement utilisé pour les opérations mathématiques et surtout lorsqu'on fait de l'algèbre. Bon, pas de l'algèbre, généralement pour les opérations mathématiques et aussi pour certaines fonctions mathématiques. Et il y a la documentation qui présente super bien le package NumPy. J'utilise également comme librairie pour la visualisation Matplotlib et Seaborns. Matplotlib et Seaborns pour la visualisation. Et j'utilise StatsModel principalement pour la description de la série temporelle et pour l'analyse de la série temporelle jusqu'à la fin. Et pour commencer, comme données, j'utilise les données AirPassenger du package StatsModel, un des datasets de la librairie StatsModel. Et puis, je charge donc ces données, les données AirPassenger du package dataset de StatsModel. Et puis, j'extrais donc les valeurs du nombre de passagers par mois. Et puis, j'extrais également les années. Avec la fonction dt.year, dt c'est datetime.year. Et puis, on a donc notre série temporelle pour compiler ces contrôles entrées. Et là, on a nos données pour la visualisation. Pour visualiser, donc, la première partie, on va décrire une série temporelle. On commence par la visualiser. On voit à quoi ressemblent les valeurs. C'est le temps, ce time provient en fait du fait de la transformer, de convertir nos données, année et mois, de valeurs et années. Donc là, c'est le nombre de passagers en janvier 1949. On peut également faire data df.tel et on peut mettre 6 pour avoir les 6 dernières valeurs qui sont dans nos données, qui sont en 1960. Donc, les données vont de 1949 à 1960. Est-ce qu'il y a des données manquantes? df.is nul ou bien isna. Il n'y a pas de valeur .somme pour voir le nombre de valeurs manquantes. Il n'y a pas de valeur manquante dans nos données, donc on est quand même, vu qu'on utilise un dataset d'un package, on est quand même sauvé de cela. Et nos données sont mensuellement sur, on a des données de janvier 1949 jusqu'à décembre 1960 du nombre de passagers. Et puis là c'est AirPassenger. Là j'ai mis ça juste pour pouvoir visualiser facilement la série temporelle. Et puis on voit déjà que voici les valeurs de nos données. Et non, là c'est pour voir, comme on a dit tel. Donc pour avoir un aperçu de notre base de données, on peut utiliser soit tel soit head et n, c'est le nombre de valeurs que vous voulez voir. Vous pouvez tout simplement mettre là 2. Et puis, on a là, je représente nos séries temporelles en utilisant le package Matplotlib. Plotlib, c'est pour représenter les packages xy, plt.plot, plt.show, et puis tu as déjà tes données. Donc, tu as un x, un y, tu fais juste plt.plot, plt.show, tu as déjà les données. Et puis, title pour mettre le titre, x là pour mettre, pour nommer les valeurs de x. On peut également faire plt.ylab pour ylabel pour nombre de passagers. Contrôle entrée, on a nos données. Bon, là j'ai mis la couleur grise parce que j'aime bien la couleur grise en fait. C'est pour ça. J'aime bien la couleur grise. Donc, on a nos données. Et puis, on se rend déjà compte qu'il y a une certaine saisonnalité qui se dégage déjà dans nos données. On a une certaine forme qui revient tous les ans. Et puis, on voit une tendance linéaire qui s'affiche. On voit déjà que la tendance est linéaire. Et on a une saisonnalité. Et maintenant, on aimerait savoir avec quel modèle de décomposition on va décomposer notre série temporelle. Est-ce un modèle additif, multiplicatif ou
pseudo-additif ou mixte. On voit déjà dans le tuto qui expliquait les composants d'une série temporelle du jour 38, on a vu que si on a les données qui prennent, on a une série temporelle qui prend les valeurs nulles ou des valeurs proches de zéro, alors on utilise un modèle mixte, un modèle pseudo-additif, mais on voit là que la plus petite de nos valeurs est à 100, donc c'est déjà pas mal. Donc on ne peut pas utiliser un modèle pseudo-additif, donc on a un choix entre additif ou multiplicatif. Donc, comment savoir si on va utiliser un modèle additif ou multiplicatif pour décomposer notre série temporelle? Là, on a peut-être présenté lors du jour 38 une méthode, la méthode de Buss-Barlow. Et le principe de cette méthode, c'est quoi? C'est qu'on estime un modèle de régression linéaire entre la moyenne les valeurs observées sur une période et la variance observée sur une période. Si le modèle est significatif, alors on a un modèle multiplicatif. Si le modèle est non significatif, alors modèle additif. Donc, c'est ce que je fais. Donc, je le vérifie en utilisant la méthode de Buss-Barlow. Et pour utiliser la méthode de Buss-Barlow, je commence d'abord par... Donc, on commence d'abord par calculer nos données. On commence par calculer nos données par 1. Donc, on prend... Pour vous montrer un peu les différentes étapes, df.groupby avec le groupe by, en regroupe suivant l'année. Et ce qu'on veut, ce sont les valeurs. Les valeurs de notre série temporelle. Lorsqu'on fait un groupe by, il faut mettre un paramètre d'agrégation. On peut faire compte pour avoir un nombre donné on a 12 données sur chaque année, donc ça va, c'est tout à fait normal. Mais ce que nous on veut, c'est quoi? On veut la moyenne, point min. Là, c'est la moyenne sur chaque année. Et on veut également les cas types STD sur chaque année. Donc, c'est ça. Et vu que j'aimerais avoir tout ça dans un data frame, avec les années également sur le data frame, alors c'est pour ça que j'utilise donc .agg. .agg, c'est lorsque tu veux faire agrégation en utilisant deux fonctions d'agrégation. Je veux à la fois la moyenne et les cas types, et je veux nommer la colonne qui calcule la variance par la moyenne et la colonne qui calcule les cas types par écart type. Et recette index, en fait, c'est juste pour pour remettre nos données au bon format, bon, pour que l'année soit voyez un peu, pour que l'année soit parmi les variables. Même comme je vais pas utiliser, vous pouvez laisser comme ça aussi. Parce qu'en fait, lorsque tu mets juste ça, qu'est-ce que tu as? L'année est là. Donc, l'année est là, c'est un index. Et on a la moyenne des cas types, bien évidemment. Mais cet index, c'est pour ramener l'année à là. Et on aura comme index de 1 je sais pas, à 11, je crois. Donc, c'est ça. Donc, nos données, c'est ça. Donc, et puis, DF Buss-Barlow, donc on a ça, l'année, de 0 à 11, oui, on a 11 années, 12 années. Et donc, on a la moyenne et les cas types sur chaque année de notre data frame. On a dit avec la méthode Buss-Barlow, quand tu as calculé la moyenne, tu as calculé les cas types. Quand tu as calculé la moyenne et les cas types, on représente quoi? Le nuage de points. On représente le nuage de points pour pouvoir, en fait, le nuage de points, oui, c'est pour pouvoir, en fait, voir si le modèle de régression linéaire est justifié, fait un modèle de régression linéaire justifié. Donc, on fait une régression linéaire en utilisant le package Plotly, xlabel pour le nom de x, y, le nom de nomenclature pour y, title pour le titre de notre graphique et point chaud. Et on représente donc la relation entre les cas types et la moyenne sur une période. Donc là et là. Alors, et on voit donc qu'il y a une tendance linéaire, une relation linéaire qui semble se dégager. Et vu que la relation linéaire semble être justifiée, alors on peut faire un modèle de régression linéaire simple entre les cas types et la moyenne. Dans notre x, la variable explicative, c'est la moyenne, et la variable d'intérêt, la variable expliquée, c'est les cas types. Donc, on va faire un modèle de régression linéaire de y sur x. On va régresser y sur x et on va voir si le modèle est significatif. Si notre modèle est significatif, alors est valide, alors on conclut que c'est le modèle de multiplicatif qui sera utilisé. Donc, on estime notre modèle avec StatModel. Avec StatModel, il faut toujours ajouter la constante dans l'estimation. Donc, print summary, c'est pour pouvoir avoir le résumé de cette estimation. On va expliquer chaque élément. On a comme le R carré. Le R carré, c'est une mesure de performance d'un modèle de régression linéaire, comme on l'a vu. Le R carré, ici, là, c'est 0,98. Cela signifie quoi? Cela signifie que 98% de la variabilité de l'écart type est complètement, de la variable d'intérêt est complètement expliquée par les variables explicatives. Donc, dans notre cas, 98% de la variabilité de l'écart type, de l'information d'écart type est complètement expliquée par les valeurs de la moyenne.
R de ajuster pas très utile ici vu qu'on a une seule variable. La statistique, c'est pour voir si notre modèle est significatif. On a une p-value qui est inférieur à 5%, c'est-à-dire que notre modèle est significatif. On peut rejeter l'hypothèse de modèle non significatif, donc notre modèle est significatif. On a également ici là les coefficients. Les coefficients, là c'est le coefficient estimé par notre modèle, le coefficient qui est proche de la moyenne. Et on a une p-value qui est de 0, donc p-value, ça veut dire que notre modèle qui est inférieur à 5%, notre modèle est significatif, donc chaque variable est significative, la constante est significative, la moyenne est significative, les intervalles de confiance ne contiennent pas la valeur 0, donc c'est également significatif. Et comment interpréter la moyenne ici? Ça veut dire que lorsque la moyenne augmente le nombre de passagers, donc le nombre moyen de passagers augmente de 10 unités, l'écart type augmente de 1,8. Donc c'est ça. Donc lorsque le nombre de passagers augmente de 10 unités, alors l'écart type augmente de 1,8. Et là, c'est pour valider notre modèle en analysant les résidus. Pour analyser les résidus, qu'est-ce qu'on fait? On a là le test omnibus. Le test omnibus, en fait, est généralement utilisé pour analyser quoi? Le test omnibus, il est utilisé pour analyser, pour vérifier si les résidus sont normalement distribués, si les erreurs sont normalement distribuées. On a une p-value qui est à 0,6. L'hypothèse nulle, c'est que les résidus sont normalement distribués. Et vu que la p-value est très grande, supérieure à 5%, donc on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle de normalité, donc nos données sont normalement distribuées. Le skew, c'est pour la symétrie. Avec un modèle, avec des données qui sont générées sur une loi normale, on a un skew qui est proche de 0 et un kurtosis qui est proche de 3 pour l'aplatissement. Et vu qu'on a un skew qui est proche de 0 et un kurtosis qui est proche de 3, donc nos erreurs proviennent effectivement d'un modèle, d'une loi normale. On a également le texte d'Obi Watson et Dijabera pour analyser, comment on appelle ça? Pour analyser l'autocorrélation. Parce que nos erreurs doivent être décorrélées. Parce que rappelons-nous les hypothèses du modèle de régression linéaire. Donc on doit valider toutes ces hypothèses. Le texte d'Obi Watson, qu'est-ce qu'il nous dit? On dit qu'on a une valeur de 1,74,3. Le test de Dobby-Watson, en fait, là c'est la statistique du test de Dobby-Watson. La statistique du test de Dobby-Watson varie entre 0 et 4. Quand on a une valeur proche de 0, ça veut dire qu'on a une autocorrélation positive. Une valeur proche de 4, on a une autocorrélation négative. Une valeur proche de 2, on n'a pas d'autocorrélation. Donc on a une valeur de Dobby-Watson à 1,74, donc nos données, donc nos erreurs sont décorrélées. Et le compte, c'est en fait c'est généralement pour comment on appelle ça, pour l'homoscédaticité, non pas l'homoscédaticité, la collinéarité des valeurs explicatives, que les variables explicatives doivent être non collinéaires. Mais vu qu'on a une seule variable explicative, on n'a pas besoin d'interpréter ceci là. Donc au regard de toutes ces analyses, notre modèle de régression linéaire est significatif et valide. Excusez-moi si j'ai pris beaucoup de temps pour expliquer ceci. J'ai trouvé cela important de pouvoir analyser de façon complète les sorties d'un modèle de régression linéaire vu qu'on ne l'a pas encore fait. Donc, je crois que ce sera également utile. Et donc, le modèle de régression linéaire d'écart type sur la moyenne sur une période est significatif. Cela signifie quoi? Ça signifie que le modèle de décomposition de notre série temporelle, c'est un modèle multiplicatif. En présent, je fais la prédiction juste pour qu'on voit graphiquement à quoi ressemblent nos estimations et nos données. Et en représentant, là, on a notre droite de régression linéaire. Donc, l'écart type est complètement défini par la moyenne. Donc, le modèle de décomposition a choisi ce modèle multiplicatif. Là, on peut donc décomposer notre série temporelle. Pour le décomposer, on a vu que pour le décomposer, on doit extraire la saisonnalité, la tendance. Et lorsqu'on a la saisonnalité, lorsqu'on estime la saisonnalité, lorsqu'on estime la tendance, on pourra donc extraire les résidus. Donc, c'est ce qui est fait là. On décompose dans notre série temporelle. Là, j'ai utilisé une fonction Python saisonnal décompose. L'hypothèse nulle, c'est que le modèle est additif. Mais vu qu'on a vérifié et que l'on a vu que notre modèle était très multiplicatif, alors on va remplacer là par multiplicatif. Filtre et any. Lorsque c'est non, en fait, ça veut dire que on utilise un filtre par moyenne mobile. La période, c'est à nous de préciser. On a les données mensuelles, donc 12 observations par an. C'est pour ça que j'ai mis période à 12.
Donc, c'est ça les paramètres. Donc, à chaque fois que tu utilises une fonction Python, il est important de vérifier si les valeurs par défaut correspondent à ce que tu veux vraiment et de lire la documentation. La documentation est toujours bien écrite. Par exemple, period of series 1 for annual. Donc, on a une valeur annuelle, 4, on a 4 valeurs, on a une valeur trimestrielle. Et nous, on a une valeur mensuelle, donc c'est 12. Si on avait une valeur hebdomadaire, alors on devait mettre 52. Et quotidien, on devait mettre 365. Donc, c'est à toi de spécifier tous ces paramètres. Donc, à chaque fois que tu utilises une fonction sur Python, c'est très important en fait de vérifier, même pas seulement sur Python, mais aussi sur R, de vérifier que les valeurs par défaut sont les valeurs que tu veux vraiment, que ce sont les valeurs qui représentent ta série. Donc, avec cette fonction, décompose saisonnale, ça nous permet de décomposer. On peut donc extraire la tendance, la saisonnalité et le bruit. Et c'est donc ça qu'on représente là. On représente la tendance, la saisonnalité, le bruit. Donc on extrait et on représente. Et c'est là, donc là on a notre série originale. Là, on a la tendance. Là, on a la saisonnalité. Là, on a les bruits. Donc on a pu extraire nos données. Je vais changer pour que ça représente beaucoup mieux. C'est trop... Donc on a là, oui, c'est à ça que ça représente là. Et également, il faut vérifier l'autocorrélation. Donc, lorsqu'on a décomposé notre série temporelle, on sait que notre modèle, il est multiplicatif. Est-ce que ce modèle, il est déterministe ou stochastique? Parce que si le modèle est déterministe, alors, juste, on vérifie si les autocorrélations sont, si les résidus sont autocorrélés, alors on a un modèle stochastique. Si les résidus sont non autocorrélés, alors on a un modèle déterministe. Et juste le fait de savoir la saisonnalité et la tendance nous permet de comprendre complètement la série temporelle, de faire des prédictions. Et ce modèle est stochastique, alors il faudra modéliser les résidus. Donc on va vérifier l'autocorrélation. Pour vérifier l'autocorrélation, ici j'utilise un drop NA. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en train, on extrait des séries temporelles, on utilise des moyens mobiles. Lorsqu'on utilise des moyens mobiles, en fait, il y a une première partie qui est utilisée en fait pour pouvoir estimer la suite. Il fait qu'au départ, on a beaucoup de valeurs manquantes. Ici, on a pratiquement point is NA, point somme, à 12. Je sais pas pourquoi j'aime bien le is-nul. Ouais, 12. Ouais, on a 12. En fait, c'est qu'on a 6 valeurs manquantes sur la première partie et 6 valeurs manquantes vers la fin. Donc, c'est pour ça qu'on a 12 là. Donc, les données du premier trimestre du premier semestre de 1949 et du dernier semestre de 1960, en fait, sont manquantes lorsqu'on utilise les filtres moyens mobiles. C'est pour ça qu'on a 12 valeurs manquantes. Ce sont les valeurs avant et après. Mais pour vérifier l'autocorrélation, on utilise les valeurs qui sont estimées, qui sont présentes. On a supprimé là ces valeurs manquantes qui proviennent du fait que de l'estimation. On ne peut pas estimer les premières valeurs et les dernières valeurs parce que ça dépend des valeurs moins mobiles. Et pour vérifier, on peut utiliser l'ACF et le PACF. Lorsque je représente là l'ACF en fait, si les résidus sont autocorrélés, tous les pics en fait, en dehors du pic en zéro, tous les pics où on a décalage doivent être significativement nuls. Et on a là un pic qui est significativement non nul. Donc, ce qui nous, et même là également, ce qui nous montre que nos données semblent ne pas être, nos résidus semblent ne pas être décorrélés. Le PACF également, excusez-moi. PACF, on a également ce pic-là qui ressort complètement. Donc, on a, avec l'ACF et PACF, on soupçonne que nos résidus semblent ne pas être corrélés. On va donc représenter, on va donc utiliser les tests statistiques, le test de June-Boss. Le test de June-Boss, hypothèse nulle, c'est que nos données sont décorrélées. Et puis, la p-value, elle est très faible, ce qui nous permet de rejeter l'hypothèse nulle. Donc, nos données semblent ne pas être, semblent être corrélées, donc autocorrélées. On peut également utiliser Debye-Watson, on rappelle. Là, c'est comme on a dit, la documentation qui est très importante de vérifier et de comprendre
Et là, on explique clairement comment interpréter les valeurs de la statistique du test d'Obig-Watson. Parce que ce test de test, en fait, c'est 2 fois 1 moins R, où R est l'autocorrélation des résidus. Parce qu'une valeur qui est R égale à 0, ça veut dire que nos données ne sont pas corrélées. C'est pour ça que lorsqu'on a une valeur proche de 2, alors ça veut dire que nos données sont décorrélées, nos autocorrélations ne sont pas corrélées. Et lorsqu'on a un R proche de 1, ça veut dire que c'est proche de 0. Ça veut dire qu'on aura un statistique à 1 à 0, et donc on aura des corrélations positives, moins 1, là ce sera 4, autocorrélation négative. Donc, la statistique de test de Dobby-Watson varie entre 0 et 4, comme c'est écrit là. Et une valeur proche de 0 veut dire qu'on a plus d'évidence d'avoir une autocorrélation positive. Une valeur proche de 4, une autocorrélation négative. Dans notre cas, qu'est-ce qu'on a? On va compiler, contrôle, entrée. Et on voit que la statistique de test de Dobby-Watson, il est là à 0,0013, très très proche de 0. C'est-à-dire que nos données sont fortement corrélées positivement, Donc, on ne pourra pas utiliser un modèle déterministe. Il faudra donc modéliser la partie aléatoire de notre série temporelle. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Si tu as trouvé intéressant cette vidéo, n'hésite pas à liker. Et si c'est ta toute première fois de me suivre, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. Et aussi, je t'invite, pour mieux comprendre ce qu'on a fait là, de revisiter en fait le post du jour 38 sur la décomposition la composition d'un modèle de série temporelle, d'une série temporelle, pour mieux comprendre ce qui a été fait là. Et si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ce sera un plaisir pour moi de te répondre. Merci et à très bientôt sur Stats and ML pour tous.